On poursuit toujours avec les écoles japonaises. Ces écoles égypto-japonaises font partie du plan de réforme initié par le ministère de l'Éducation. Le modèle éducatif japonais a été introduit à l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi. Voyons ensemble les détails. C'est dans le cadre d'un protocole de coopération signé entre l'Égypte et le Japon en février 2016 que les écoles japonaises ont été créées. Elles devaient commencer en l'année scolaire 2017-2018, mais faute de budget et en raison du retard dans la formation des enseignants, leur ouverture a été reportée d'un an. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation affirme que toutes les dispositions garantissant la réussite de l'expérience ont été mises en place. Un nouveau système a été mis en place pour l'admission des élèves et le recrutement des enseignants. De nouvelles écoles destinées à accueillir ce système ont été construites et équipées par des salles de sport et de laboratoires modernes. Les professeurs ont suivi des stages de formation. Le modèle éducatif japonais a été introduit à l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi. Lors de sa visite au Japon en février 2016, il a manifesté un vif intérêt pour l'éducation japonaise. Un protocole de coopération a été signé ensuite entre les ministères de l'éducation des deux pays. Le ministre de l'Éducation affirme que ce système contribuera à l'amélioration de la qualité de l'éducation, au renforcement des capacités des étudiants et à la création d'un environnement propice à l'apprentissage de qualité. Le porte-parole du ministère de l'Éducation explique que le choix du système japonais est dû au fait que l'enseignement au Japon a connu un essor grâce au système dit de Tokatsu. Le Tokatsu est un système d'enseignement japonais qui favorise la créativité des élèves tout en mettant en valeur leur caractère. L'apprentissage est assuré à travers des activités collectives et des programmes mesurant le niveau de compréhension et de l'interactivité des élèves. Ces derniers participent à des activités spéciales comme le nettoyage des classes ou exercent la fonction de délégué de la classe à tour de rôle pendant une journée. Ce système est en nette rupture avec le système éducatif traditionnel basé sur la mémorisation. Et pour parler plus de ces écoles japonaises et de cette réforme de l'éducation en Égypte, nous avons en ligne Dr Hassan Abdel Fattah, professeur d'analyse du discours. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Alors, on voudrait parler, avant de parler particulièrement des écoles japonaises, on voudrait parler du projet de la réforme de l'éducation en Égypte. Ah, oui. Enfin, c'est un sujet très important. Je sais que tout le monde... vous savez, c'est un sujet crucial parce que la réforme de l'éducation doit être une réforme radicale. C'est-à-dire radicale, ça veut dire que vous allez changer complètement un système basé sur la mémorisation. Vous allez le remplacer par un autre système, c'est le système de inventivité, créativité, comment créer. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Et ça, c'est le problème majeur. Il faut commencer tout d'abord par se mettre d'accord sur les conditions qui doivent être remplies pour que l'éducation soit une éducation créative. Créative, ça veut dire qu'elle n'est plus basée sur la mémorisation, enfin l'éducation de mémoire. Et ça, c'est une éducation qui remonte en Égypte à plusieurs siècles, parce que depuis très longtemps, on sait très bien que l'examen consiste à quoi? À tester la mémoire, le mémoire de l'étudiant ou de l'élève. S'il est capable de conserver dans sa tête les informations afin de pouvoir les faire couler les verser sur le papier ou non. Et la plupart des questions, par exemple, à l'examen, sont des questions qui s'adressent à la mémoire. Dans ce cas, la réforme de l'éducation, donc, c'est quoi? D'abord, il faut commencer par former le corps enseignant, c'est-à-dire afin que le corps enseignant soit adapté à cette nouvelle méthode de créativité. Et puis après, il y a autre chose, il faut intégrer les nouvelles sciences qui émergent de plus en plus avec le progrès, avec le développement, parce qu'actuellement, on parle actuellement de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles sciences qui sont nées de la combinaison de plusieurs autres sciences. Ce ne sont plus les sciences traditionnelles, et je pense que c'est l'université japonaise
va jouer un rôle très important dans ce sens. Donc la réforme de l'éducation, c'est ça. Et puis il est vrai qu'actuellement nous sommes confrontés à un obstacle vraiment incontournable, puisqu'il y a la Covid-19. Covid-19, ça veut dire qu'il nous impose une certaine méthode, je dirais une méthode aussi lacuneuse, pleine de lacunes, mais il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative, parce qu'on donne des cours en ligne. Les cours en ligne, ils peuvent servir, mais à une certaine limite. Par exemple, il y a beaucoup de disciplines ou des sciences qui exigent en fait que les cours soient présentiels. Les cours présentiels, c'est à titre d'exemple l'apprentissage des langues, à titre d'exemple. Ou bien parfois, c'est qu'il y a des sciences qui imposent que les étudiants doivent se trouver dans le laboratoire pour tester, pour voir, et aussi pour poser les questions aux professeurs, chose qui malheureusement qui manque dans l'enseignement à distance. Mmh. Bon, outre les contenus, nous savons que l'Égypte, bien entendu, travaille depuis 4 ans maintenant dans la réforme des contenus des programmes. Mais outre les contenus de programmes et bien entendu la formation des enseignants. Dans les pays où vraiment l'éducation progresse, elle progresse grâce aux croyances même de tous les citoyens dans la société et de leur propre niveau de l'éducation. Car l'enfant n'est pas confronté seulement à l'enseignant, il est confronté à une société entière. Où en sommes-nous de cela? Et est-ce que les indicateurs de notre état actuel reflèteraient un progrès proche sur le plan de l'éducation? Je ne peux pas aller jusqu'à dire qu'il y a un progrès sensible. Je ne peux pas dire ça, parce que c'est-à-dire que c'est une question, parce que la réforme en fait s'étale sur plusieurs années. C'est pas seulement du jour au lendemain. Parce que là, vraiment, pour reformer, reformer les formateurs, ça c'est une question très difficile. Et que c'est qu'à travers, par exemple, les bourses, l'échange, les expériences entre les pays, parfois, actuellement, on peut tenir, par exemple, des sessions d'information pour les professeurs. Ça existe, oui. Mais vous savez que peut-être la pandémie a opposé beaucoup d'obstacles. Mmh. Énormément d'obstacles, parce qu'on ne peut pas compter sur ici, c'est la formation à distance. Mmh. Moi, je sais que ça peut être utile, mais quand même à une certaine limite. Mmh. C'est-à-dire que les cours présentiels sont indispensables. Mmh. Et que je pense, mais de toute manière, nous sommes sur la voie. C'est très important. Nous sommes sur la voie, et la bonne voie, mais ça va prendre un peu de temps. Mmh. Docteur Hassan, moi je parlais d'autres facteurs, comme les parents, par exemple, et les croyances et le niveau d'éducation des parents, comme la rue, puisque les enfants sont confrontés à la rue, comme les médias, par exemple. Est-ce que tout cela sont des facteurs favorisant l'épanouissement de ces nouveaux contenus scolaires? Ah bon, parce que quand vous parlez ici, c'est que vous parlez des parents, vous parlez par exemple du milieu familial. Bien sûr, et des croyances, et de leurs croyances. Oui, des croyances et tout ça, vous faites allusion à un autre problème. Bien sûr. Et c'est un problème peut-être, c'est-à-dire que je pense que le seul remède devant ce problème, ce sont les médias. Les médias ont un rôle à jouer pour simplement transformer, pour faire évoluer, faire épanouir le milieu familial. Comme ça, c'est qu'on peut trouver d'autres solutions parallèles à côté de la solution des formations. Mais les milieux familiaux, ici, c'est très important. Mais est-ce qu'on ne va pas envoyer les parents à l'école ou bien leur donner des sessions de formation? Mais dans ce cas, c'est les médias qui doivent jouer un rôle très important, les médias et les autres institutions sociales, à titre d'exemple. L'Azhar a un rôle à jouer, puisque vous parlez des croyances. Toutes les institutions officielles, chacune d'entre elles a un rôle important à jouer. Vous avez aussi 2 phénomènes importants qu'il faudrait absolument éradiquer, c'est l'analphabétisme et la pauvreté. Ah voilà, par exemple, l'analphabétisme maintenant, c'est pas seulement... Mais actuellement, les universités, comme par exemple l'université de Helwan, a pris en charge aussi d'entraîner les diplômés avant de les embaucher, à titre d'exemple. Pour les entraîner, ils doivent faire ce qu'on appelle un service similaire au service militaire. C'est quoi? Donner des cours d'alphabétisation. Ça, c'est important.
Oui, ça c'est très important. Bon, parlons maintenant de l'idée derrière les écoles japonaises. L'école japonaise, comme je viens de vous dire, que les écoles japonaises, son rôle très important, c'est l'introduction de nouvelles sciences, la technologie. La technologie japonaise est très avancée et j'imagine parce que je n'ai pas vu en fait leur programme, mais j'imagine que actuellement il y a de nouvelles sciences qui sont des sciences naissantes et qui ne sont pas qui ne font pas partie du programme éducatif ou universitaire. Et je pense que le rôle de l'université japonaise, c'est justement de consacrer ou d'instituer cette nouvelle discipline naissante de combinaison de plusieurs autres disciplines traditionnelles. Vous comprenez? Ça, c'est très important, c'est pour le progrès technologique et scientifique. Et moi, je dis que c'est indéniable. La société ou bien le système éducatif et d'enseignement a besoin vraiment de ce genre d'éducation. Mais est-ce que du moment qu'il y a une réforme de l'éducation en Égypte avec des nouveaux contenus de programme, une interdisciplinarité comme vous l'avez dit, une importance donnée aux éthiques et au profil de l'élève, pourquoi avoir des différents types d'écoles? Peut-être c'est pour les écoles aussi parce que, vous savez, il y a actuellement plusieurs systèmes éducatifs. Chaque pays invente ses propres systèmes, d'où peut-être la variété, la diversification d'écoles. On va par exemple à l'école française, l'école anglaise et plusieurs. C'est que chaque secteur ou chaque école, chaque nationalité a ses propres systèmes et qui peuvent aussi jouer un rôle considérable dans le progrès, pour faire progresser les méthodes scientifiques, les méthodes éducatives et pédagogiques. Et pourquoi l'Égypte a eu recours au Japon particulièrement? Le Japon, parce que c'est très connu, le Japon aussi a son école, on va dire, son école pédagogique aussi. C'est-à-dire l'Égypte actuellement se tourne vers plusieurs pays. C'est pas seulement le Japon, mais il y a aussi, il y a l'université russe, l'université américaine, l'université anglaise, allemande. Vous savez que l'université allemande, à titre d'exemple, là, le programme est donné en anglais. Parce que là, il ne s'agit pas de langue, il s'agit vraiment du système, une philosophie pédagogique. Docteur Hassam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Vous êtes professeur d'analyse du discours. On va passer maintenant à notre dernier reportage qui concerne la santé. Cette fois, des mesures exceptionnelles et préventives ont été prises pour empêcher l'entrée du variant indien de coronavirus en Égypte. Alors que ce variant a été signalé dans 17 pays du monde, aucun cas du variant indien du Covid-19 n'a été détecté dans le pays, heureusement, et on espère que cette situation va durer. Un commentaire? Le conseiller du président de la République pour les affaires de santé, Mohamed Aoud Tagheddine, a souligné que des mesures exceptionnelles et préventives avaient été prises pour empêcher l'entrée du variant indien de coronavirus dans le pays, en particulier dans les aéroports, ainsi que le suivi des vols d'aller et de retour de l'Inde. Il a affirmé qu'aucun cas de variant indien de Covid-19 n'avait été détecté en Égypte, faisant savoir que ce variant avait été signalé dans 17 pays du monde. Nous sommes actuellement dans la 3e vague de coronavirus, a dit M. Tagheddine. Notons qu'il y a une augmentation du nombre de cas par rapport aux semaines précédentes et à la même période de l'année dernière. Le conseiller du président de la République pour les affaires de santé a assuré que le pays fournissait le plus grand nombre possible de vaccinations contre le virus. Bien voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes.